welcome you to day 2 of this wonderful event, Stambeli Reverberations, hosted by the Center for Maghreb Studies in Tunis, CMAT, and Beit al-Hikmah. It's also my pleasure to introduce this panel, our speakers. And we will begin with Wasim Shahed, who is a musician and researcher. He received his doctorate in musicology from Université Paul Valéry, Montpellier 3, and is currently assistant professor at the Institut Supérieur de Musique at the University of Sousse. You can begin, Mr. Wasim Shahed. Merci, Monsieur le Président de la session. Merci pour l'occasion et merci pour vous tous présents ici. Donc, l'intitulé de ma communication, c'est le système mélodique dans la musique Stambeli. La Tunisie a présenté depuis l'histoire et jusqu'à nos jours une diversité socio-culturelle qui reflète la multiplicité des civilisations qui y sont passées par ce pays. La musique peut être l'un des principaux traducteurs de cette diversité, en passant par les approches historiques, analytiques et comparatives, pour une meilleure compréhension du système musical tunisien entre emprunt et rejet, convergence et divergence. Le Stambeli est une pratique englobant musique, danse et thérapie chez la communauté noire de Tunisie et qui témoigne de cette diversité socio-culturelle. En effet, ce culte de possession est originaire de l'Afrique subsaharienne, parvenu en Tunisie avec les ancêtres de cette confrérie qui furent des esclaves amenés au pays du Maghreb. En revanche, cette pratique n'a pas subi l'influence des musiques nord-africaines. Au contraire, elle a conservé la majorité de ses spécificités, telles que la langue utilisée dans le chant, les instruments de musique, le caractère rythmique et aussi le système musical qui est en fait un système purement pentatonique. Dans cette proposition, nous allons exposer une approche systémique de ce genre musical, tout en présentant 2 approches analytiques pour 3 échantillons musicaux. Le premier concerne la nouba de Sidi Mansour de la communauté de Sfax, se basant essentiellement sur l'instrument gombri. Les 2 autres sont issus du répertoire Stambeli appartenant à la région de Bousselem, à Béja, et qui utilisent le gougaï comme instrument mélodique au lieu du gambri. Avant tout, il sera nécessaire de faire une présentation du cadre théorique systémique. En effet, le pentatonisme est un terme choisi par référence aux musiques d'Afrique noire, chinoise et populaire d'Europe qui ont permis de décrire cet univers et qui est conventionnellement utilisé par les musicologues. Or, les documents sonores recueillis par les ethnologues et ethnomusicologues au cours de leur mission dans les différents coins du globe allonge de plus en plus la liste des pays dans lesquels se rencontre l'échelle pentatonique. Ce que confirme Brailoyou en se référant aussi aux travaux d'autres chercheurs quand il signale l'existence du pentatonisme dans divers pays du monde tels que la Chine, le Japon, l'Océanie, l'Australie, l'Inde, la Turquie, les pays européens comme la Hongrie, la Roumanie, l'Italie et les régions celtiques, en plus de son utilisation chez les peuples pastoraux eurasiatiques, les Indiens d'Amérique, les Arabes, l'Afrique subsaharienne bien sûr et les Berbères. Dans l'ensemble, ce sont les musiques populaires ou bien folkloriques qui sont les plus représentatives de ce système musical. Cette terminologie commence par le préfixe penta, du grec, qui signifie 5, utilisé pour désigner une échelle de 500 à l'octave, avec 2 notes omises de l'échelle, ce qui la différencie de l'échelle pentacordale comprenant 5 degrés successifs dans un ambitus d'une quinte. Cela dit, et selon quelques recherches, la genèse d'une échelle pentatonique provient essentiellement du principe de la consonance et de la relation octave-quarte-quinte, et puisque la quinte se présente comme le premier intervalle apparaissant dans la série des harmoniques naturelles après l'octave,
On ordonne les 5 premières notes du cycle des quintes dans l'octave d'un degré supposé comme fondamental. Et on obtient ainsi une échelle pentatonique. Prenons comme exemple un degré Fa, par exemple, comme tonique. Le cycle des quintes nous donnera Fa, Do, Sol, Ré, La, et en les rassemblant dans l'octave, on obtiendra l'échelle pentatonique Fa, Sol, La, Do, Ré. L'existence de deux types d'échelles pentatoniques utilisées dans la plupart des régions du monde pourra affirmer la spécificité et la richesse de ce système musical et surtout la difficulté d'instaurer une théorisation universelle qui serait adéquate pour toutes les échelles pentatoniques existantes. En effet, deux types d'échelles sont identifiés. La première est l'échelle pentatonique anémitonique, qui ne présente pas de demi-temps. Elle relève dans certains cas du cycle des quintes, mais d'autres cas partout dans le monde n'ont aucune relation avec cette théorie, telles que les échelles équipentatoniques, où les degrés peuvent être équidistants dans certaines musiques, ainsi que d'autres modèles dans d'autres répertoires tels que la musique indienne ou africaine. Le deuxième type d'échelle, c'est l'échelle pentatonique hémitonique, contenant des demi-temps, et elle pourra se présenter comme une échelle à part entière, ou bien dans l'étape descendante d'une échelle, ou bien encore avec des degrés altérés. Une terminologie technique spécifique est employée dans le pentatonisme que l'on peut résumer ainsi. Le pycnon, avec un C ou avec un K, qui présente la cellule mélodique de base dans une échelle pentatonique et qui comporte 3 degrés conjoints, formant ainsi 2 intervalles successifs de seconde majeure. Ceci est une approche théorique qui ne prendra pas en considération le fait que cet intervalle soit légèrement élevé ou abaissé, comme c'est le cas de la plupart des musiques pentatoniques populaires ou folkloriques. Le pien, il s'agit ici d'un degré ou 2 degrés auxiliaires qui interviennent dans l'échelle pentatonique en tant que note de passage ou ornementation, sans altérer sa structure, puisque leur existence est négligeable par rapport au degré constitutif de l'échelle pentatonique. Et enfin, la métabole, qui est un procédé de modulation qui pourra se présenter sous deux formes. La première consiste en un changement d'aspect, tout en conservant les mêmes degrés constitutifs et avec des degrés fondamentaux différents. Comme exemple, l'échelle Do, Ré, Mi, Sol, La, qui devient Ré, Mi, Sol, La, Do, avec Ré comme tonique. La deuxième forme se fait par le biais de substitution, c'est-à-dire le passage d'une échelle à une autre tout en changeant un seul degré par celui conjoint où l'intervalle entre les 2 degrés est plus petit qu'un temps. Et généralement, c'est un pien qui prend la place d'un degré principal. Donc, comme exemple, on prend l'échelle Do, Ré, Mi, Sol, La, qui devient Do, Ré, Fa, Sol, La. Pour l'approche analytique, le premier enregistrement concerne la Nouba Sidi Mansour du répertoire Stambel et de la région de Sfax. Un petit aperçu.
Donc, l'échantillon se déploie dans un ambitus partant du degré si bémol jusqu'au degré mi bémol et ayant comme fondamental le degré si bémol. Cette ligne chantée en alternance entre le soliste et la chorale se présente dans un cheminement mélodique simple et dans une allure généralement descendante, se résumant dans une échelle pentatonique animétonique ayant comme fondamental le degré si bémol. Ce cheminement mélodique est fondé sur des cellules mélodico-rythmiques répétitives. On pourra bien observer une grande concentration de mouvements conjoints mi bémol fa, fa sol, descendant ou ascendant, vu l'importance de ces degrés qui forment la cellule de base dans une échelle pentatonique animétonique appelée auparavant le picnon, mi bémol fa et sol. On pourra aussi constater d'autres mouvements répétitifs qui ne sont pas moins importants que le picnon. Au contraire, il complète l'échelle pentatonique essentiellement dans sa forme descendante en présentant une autre caractéristique de ce type d'échelle, l'omission d'un degré, provoquant l'absence de demi-temps dans une échelle pentatonique animétonique. Pour la ligne mélodique jouée par le gombri, elle puise dans un registre de basse avec une étendue ne dépassant pas la sixte majeure, commençant par la note si bémol et aboutissant au sol et ayant comme fondamental le degré si bémol. Cette ligne mélodique se présente dans un cheminement mélodique simple, une allure générale descendante, se résumant dans une échelle pentatonique animétonique ayant comme fondamental aussi le degré si bémol. On pourra remarquer essentiellement des motifs répétitifs qui forment le jeu de gombri et qui se présentent sous plusieurs formes. La première, ce sont des cellules prépentatoniques, et on considère comme cellules prépentatoniques les cellules d'une échelle pentatonique incomplète, où on pourra juste observer l'une des caractéristiques du pentatonisme animétonique, comme le picnon, ou bien, dans un degré plus important, le triémitant, qui est la cellule la plus fréquente dans notre cas. La deuxième forme, c'est l'échelle pentatonique, bien sûr, animétonique complète. On parle ici d'une échelle où toutes les caractéristiques du pentatonisme animétonique sont présentes, essentiellement le picnon, le triémitant et un cheminement mélodique descendant. Nous pourrons considérer que le jeu de gombri se base sur des formules mélodico-rythmiques répétitives, constituant ainsi des sortes d'ostinato. Donc, après, les échantillons que nous allons étudier à présent sont issus du répertoire Stambel et appartenant à la région de Bousselm, à Béja, dans le nord-ouest tunisien, et qui utilisent le gougaï comme instrument mélodique au lieu du gambri. Nous allons aborder 2 échantillons sur les 6 enregistrements existants dans les fonds du CMAM, le Centre de musique arabe et méditerranéenne. Donc, on entend le premier enregistrement. Ce premier échantillon concerne une noba qui puise totalement dans une échelle
pentatonique animétonique, qui est la plus représentative de ce répertoire. Comme on pourra l'observer, la pièce avec ses deux volets, instrumentale et chantée, est dans un ambitus ne dépassant pas l'octave, du degré Fa jusqu'au degré Mi bémol. On peut constater dans tous les enregistrements consultés de ce répertoire que le jeu de l'instrument gougueï se limite à 4 degrés seulement. En effet, le cheminement mélodique de cette ligne, ou bien de la phrase répétitive qui la constitue, se fonde sur des mouvements conjoints, ascendants et descendants, pouvant ainsi former la cellule de base dans une échelle pentatonique, le pycnon. Ces mouvements conjoints sont directement associés à une omission du degré sol pour former le triémiton La bémol Fa ou bien Fa La bémol. Cette échelle, avec Fa comme tonique, peut être considérée comme pré-pentatonique. Pour la ligne chantée, elle a conservé les mêmes mouvements conjoints, mais en revanche, on pourra observer l'apparition d'intervalles basés sur des sauts de cartes ascendantes et descendantes, avec l'apparition du degré mi bémol dans les aigus, qui montrent bien l'omission des degrés sol et ré et vont affirmer le caractère pentatonique animétonique de l'échelle en question. Cependant, nous pouvons constater que l'échelle est différente par rapport à celle de la ligne du gougueï et elle constitue une métabole par changement de l'ordre des degrés qui la constituent et de la tonique si bémol qui forme une carte par rapport à la précédente. Donc, un deuxième échantillon. Donc, ce deuxième échantillon présente une petite différence par rapport aux autres chants, avec l'apparition d'un autre degré, pienne. On observe que la pièce, avec ses deux volets instrumentales et chantés, puise dans un ambitus un peu large, dépassant l'octave du degré Fa jusqu'au degré Sol. Les mouvements conjoints sont très négligeables, alors qu'on pourra observer la redondance du triémiton et des cartes descendantes pour nous donner deux types d'échelles pentatoniques animétoniques ayant la même tonique si bémol. Une première, comme vous voyez, c'est une échelle pentatonique animétonique qualifiée comme l'échelle la plus représentative du répertoire Stambeli de Bousselem. Cependant, l'apparition du degré sol à l'aigu pourra s'expliquer par une métabole par substitution où ce degré a remplacé le La bémol pour constituer une nouvelle échelle pentatonique animétonique. Enfin, pour conclure, le système mélodique dans la musique Stambeli puise totalement dans des échelles pentatoniques animétoniques qui ont dévoilé des correspondances avec les caractéristiques universelles du pentatonisme, telles que l'allure descendante des phrases musicales, les structures de base et les procédés de permutation d'une échelle à une autre. C'est bon? Les structures plutôt de base, le pycnon, le triémiton, et les procédés de permutation d'une échelle à une autre, la métabole par changement ou la métabole par substitution. Et merci. Donc, merci, Monsieur Simched, pour tout ce que vous avez apporté comme cadre conceptuel à travers les échelles, les notes, les instruments, à travers des fragments de musique Stambeli variés. Maintenant, on passe à Dr. Tamara Turner sur le Stambeli Reverberation in Eastern Algeria et à Monsieur Richard Jankowski de nous présenter Dr. Tamara Turner.
Thank you, Dr. Shahed. It's my pleasure to introduce Dr. Tamara Turner, who is an award-winning ethnomusicologist and psychological anthropologist who has spent more than 15 years researching and publishing on Moroccan and Algerian Sufi communities and the intersection of music, consciousness, and mental health. Her research has been funded by the American Institute for Maghreb Studies, King's College London, and the Max Planck Institute for Human Development in Berlin. She has held academic research posts in the United States, the United Kingdom, and Europe, and now works with Native American communities in the American Southwest, facilitating community-based research with the purpose of integrating arts and culture in mental health and spiritual health. Hi, good morning. Just going to keep my timer on here. Thank you so much for the invitation. It's a real delight to be here. So my background, as Dr. Jankowski was outlining, I started off my journey studying Moroccan Gnawa back in 2008. Spent about 4 years doing field work in the Marrakesh and Essaouira areas, working with Malamine, and then studied with Dr. Jankowski at Tufts, where I learned about Stambeli, and then conducted my doctoral research in Algeria. That's been about 12 years now of research in Algeria. So what I want to do is kind of paint a picture briefly about what the tradition in Algeria is called Diwan of Sidi Belel. So much like the Moroccan Gnawa and Tunisian Stambeli, it's an analogous practice out of the trans-Saharan slave trade. And as we move towards the east, it approaches Stambeli. So we have a lot of similarities there, although the terminology is slightly different. So I always like to place myself in this research and be very transparent about my positionality and the kinds of information that I was seeking and learned. So as a musician as well as a scholar, a lot of my information was through learning the instruments, performing with musicians, but traveling all over Algeria to get a sense of what Diwan was. So I started in Algiers, but moved west, east, and south to try to understand from the limited sources that we have on Diwan what the state of Diwan was. This is a quote I'd like you to keep in mind throughout the conversation here, and that is that music constructs trajectories rather than boundaries. So music does not obey borders. We find a lot of different practices and aesthetics crossing borders. So in my journey myself, as I moved across Algeria, these were some of the distinctions that I began to hear between how Diwan in Algeria drastically varies from the west to the east. So in Western Diwan, and this would be Oran, so west of Algiers, we have men and women trancing together in the space. We have pretty much men in charge of the ritual roles, although that was not always the case. There are sources showing that there was formerly a very strong female aspect to ritual direction. So women today no longer really hold these ritual roles. There's very few arifat or clairvoyants. Diwan today is primarily nocturnal, much like the Gnawa and Stambeli. And the instruments, again, like Gnawa and Stambeli, focus on the gimbri and what they call karakab instead of shkashik. Or we would have the tabal, the barrelhead, the drums for processions. And there's a focus on Bilal as the father of Diwan, al-Alb Diwan. However, in the east, as you move east of Algiers, what they call Diwan in term is actually something very different. So there will be men's groups and women's groups that perform separately. So men and women do not trance together. They do not see each other trancing. So these are private.
And women still act very much as clairvoyants, diagnosing illness with women in a small group. So I was able to observe this in Constantine and Biskra in Eastern Algeria, where women would sit down with other women and do a kind of diagnostic, where they would be prescribed herbs and all kinds of other approaches. Now, Diwan in the East takes place in the daytime, which was quite shocking to me. A daytime ritual called a Diwan. However, the Gimbri is not present. It's primarily percussion. So here, Diwan really goes back to its definition, which means assembly. So here in the East, Diwan is during the daytime, primarily with percussion. Oops, let's see. There we go. And the instruments in Diwan in the East are this kirkatu drum. Sorry, there's a little bit of a, there we go. The kirkatu drum and darbuka, so it's entirely percussive. And instead of Bilal, there's the focus on Merzouk, the saint Merzouk. So these are very different traditions, still called Diwan in Algeria. So here are the aspects that I want to focus on for comparison between Algerian Diwan and Stembeli, where we start to see these traditions coming together. First is the idea that there's a very different sound happening in Eastern Algeria that I just outlined a bit. We primarily see this, again, Constantine and Biskra by way of Ouargla in the south. I've got a map coming up to kind of explain this a bit more. That the musical instruments and aesthetics are dramatically different in the East, although again, still kind of in this wider umbrella of Diwan and trance rituals. And then we see through symbolism and stories, such as Busadia, which starts to turn up in Constantine and Biskra as well, and a focus that shifts more towards Merzouk instead of Bilal. We can also start to look at the pantheons in the histories. So some of the overlapping diyar. So yesterday we heard about the diyar system. In Constantine and Biskra, we have Dar Bahri and Dar Bornu Hausa. Whereas once you leave Algiers, the Ottoman influence was dramatically reduced. So in Western Algeria, we do not have the system of diyar. They have what they call greba or gurbi, which is more of a localized rural kind of family grouping around ethno-linguistic groups. So the diyar system pretty much stops from Algiers to the west. And then we have linguistic connections. So as we start to move east, we lose what has been identified as Kuria, which was a sub-Saharan trade language used in Western Algeria that's very much based in Hausa and Kanuri, which I'll get a bit more into later. So these are the primary aspects that I was comparing when thinking about Algerian Diwan and where it starts to move into Stembeli. So the trans-Saharan slave trade routes are the primary reason for these differences. And I really appreciate this particular map because it also shows us some east-west trading that went on. So we see major centers and we see minor routes as well. And one of the most important differentiating factors were the southeasterly routes passing through present-day Algeria, particularly around Ouargla. And it's really hard for me to outline this because it's so small. So anyway, this will give you an idea. All right, so here we are in present day Algeria. And these are the areas upon which I'm going to focus circled in red. So you'll see these are the routes that differentiated from the central and western trans-Saharan trade routes. So we had, roughly speaking, three major trans-Saharan slave routes that resulted in these different musical schools or practices. So you have Western Diwan in Tlemcen and Oran, you have Algiers going through the Atlas Mountains, and then the Eastern traditions, very, very different from the rest. Okay, so now a bit more into the sound world here. Right, so this is, oh goodness, this is skipping around here.
This map is just showing lutes across Africa. So we have a variation of different ancestors of the Gimbri. So in Morocco, it's different than Algeria and then in Tunisia as well. We can see the ancestors of the Gimbri. We have the Fulani Hodu, the Bambara Ngoni, and the Hausamolu. This Hausamolu was photographed from this came from the Biskra area. So here roughly we have the differentiation of different shapes of Gimbri or Gumbri, depending on the region. Tunisian Stambeli in the middle, this round Gumbri. And in Algeria, this more rectangular kind of Gimbri. They call it a Gimbri there. So you do see the round Gumbri being played as you move east in Algeria. These were the main areas in which I worked in Algeria. So you can see kind of central and west. And then Constantine up in the northeast and Biskra. I was there for about 2 to 3 weeks, just diving into the aesthetics there. So I wanted to first give you just a taste of Diwan aesthetics for comparison. Since we've been hearing a lot of Stambeli, it might kind of help to situate it a bit. Hopefully this will work. No, 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 je viens. Tu rentres. D'accord? Now, the reason I chose this particular song is you hear this 3 rhythm, which sounds a bit triplety. I want you to try to keep this in your mind because this is a signature rhythm that starts to shift as we move east. So in the west of Algeria, we have a 4-stroke rhythm, and then we have a 3-stroke rhythm, which tends to be along the lines of triplets. But as we move south and east, it starts to have more of a duple feel. So that's just something to keep in mind as we move forward that starts to indicate a departure from D1. So another thing we start to see, my colleague was mentioning the guge, which you'll see hanging on the wall here on the right, this violin instrument, and then the kurkutu, which is a Hausa drum that's played with sticks that is completely different again. In Eastern Algeria, you start to have a focus on percussive instruments as opposed to the gumbri. So this is what we're going to start to hear and see as we move east. So D1 in the West, they say the 2 rhythmic modes, the 4-stroke and the 3-stroke, with some variation. It depends on how you define it. But as we move south in Algeria and towards the east, this 3-stroke starts to feel like a duple rhythm, as I was saying. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, instead of a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In the east, this so-called D1, I'm told there are 7 rhythmic modes. Now, I didn't get a chance to hear all of these, but this is what my interlocutors were explaining. So there's 7 different modes: Gharbi, Ajmi, Qadri, Nubashikh, Marzouk, Bahri, and Busadiya. So I'm curious about the reason why I have Qadri, Nubashikh, and Marzouk in green is these are perhaps saintly rhythms, so rhythms associated with saints, and then Bahri and Busadiya as being more spirits. So in Eastern Algeria, Busadiya turns up as an entity rather than his sort of character as this mendicant, this traveling kind of clown-like figure. La Passade in his work on Constantine says Busadiya is actually considered a spirit, but he turns up there. And so in context, we don't hear about Busadiya anywhere else, only in Eastern Algeria as we approach Tunisia. So this is a performance by Dar Bahri in Constantine. You'll see, if you can try to hear this kind of duple feel of the 3 rhythm.
So you see the round gumbri, you hear this which is this duple feel of a three-stroke, which we only hear in Eastern Algeria. Just want to give you a few examples of this to kind of paint the picture. This is Biskra and Constantine troops performing again at the D1 festival in Bishar. So again, this is called D1 at the festival, but entirely different than what we hear in the rest of Algeria. Just stop there in the interest of time, but again, we have a so keep that in mind. This is again particular. All right, so when I mentioned Wergla and this important role in the slave trade, this is the tradition that we have coming out of Wergla, which is believed to be kind of the roots of this different sound. So this is called Benga and Wergla, but a similar aesthetic. Okay, you get the idea. Moving further, so the Imzab also connected to some of these same trade routes, more central and eastern. If you think about slowing down that duple feeling three-stroke rhythm, this is what we have. Same connection here. So in my years in Algeria, when I was told, when you hear this rhythm, you know you're in the Imzab, so Ghardeya and Latif. This particular video was taken in Ghardeya. So once again, just this dramatically different sound, still related, still connected to D1 through the trade, but departing aesthetically. And so that was Dundun. And this is Bilal affiliated. So I mentioned earlier that as we move east, we see more attachment to Marzouk. Here in the Imzab and Ghardeya, it's still connected to Bilal. There's still a connection to D1. In fact, they also have D1 there. But this different sound, this heavy, they call it taqil, this heavy three-stroke rhythm we only find in the south and the southeast. Yeah, okay, so I'm going to move on in the interest of time and some little technical difficulties here. Maybe we can go into this in the question and answer, but here's a little bit more of the kurkutu sound that we heard a bit of a similar aesthetic yesterday in Stembeli, this snare kind of drum, the goblet drum. I don't know about you, but I really hear some samba in there. I mean, there's a very different percussive approach to ritual music. So this is Dar Bahri and Constantine and Biskra to the south playing together at the D1 festival in Western Algeria. So I'm going to skip this. And so as comparing Gnawa, D1, and Stembeli in terms of where they overlap, another approach I've taken is a pantheon comparison.
looking at different spirits and saints that show up. And again, in the interest of time, I'm going to skip past this and move on to the linguistic traces that we see. So these are some texts from D1 songs where we start to have this kuria, which is a blend of Hausa and Kanuri, and in working with linguists, possibly Songhai as well. So as we move east from D1 in Algeria, we start to have a change in the lyrics and the languages. So in terms of identifying where D1 departs, then it starts to move towards Ajmi, which I'm not a linguist, but I'm told it becomes more and more Hausa as you move east, which would align with these trans-Saharan trade routes. So what I mentioned, the symbolism to wrap up around symbolism in Busadiya, we have in the West this sign that's a zawiya, so it's associating itself with the saints and within popular Islam, within Sufism. And this Dar Bilal, however, is more in the South. So we have an attachment to Bilal, but rather than being a zawiya connected to the saints, it's a gathering place of those that associate with Bilal, so more loosely organized, without so much the structure of the zawiya and the muqaddam and the shuyukh. So we have a more kind of loosely organized society around Bilal. And then lastly, Busadiya, which is a nice segue into our next presentation. So we find again, only in Eastern Algeria, this imagery and films around Busadiya. So I want to play quickly this video from the early 1900s of Busadiya in Biskra. Can you see that? Okay. Can you see the video? You can't. I don't know how to... Oh, okay. Right, so this is from 1929 in southeastern Algeria, this depiction of Busadiya. And lastly, I wanted to just show, okay, you can't see this. So today in Biskra, Busadiya still is this figure relating to the past. So it's less present in the rituals and ceremonies, but we do still have this tradition hanging on. And this was a young man I met with in Biskra who still performs and is depicting Busadiya within and around what we call D1 in the East, but a very different tradition. So thanks very much, and appreciate your attention. Thanks. So thanks, Mrs. Tamara, about this panoply of rhythms, melodies, steps, colors in music Stambeli in Eastern Algeria. And here we pass to a cross lecture about sons of Jorosho and Stambeli, presented by Iqbal Hamzawi, his paper is called Son Jorosho, Horocho et Stambeli, perspective d'une écoute croisée. Son Jorosho et Stambeli, perspective d'une écoute croisée. À Monsieur Richard, nous présenter la docteur Iqbal Hamzawi.
Thank you so much, Dr. Turner. It's my pleasure to introduce our third speaker for this panel, Dr. Iqbal Hamzawi. She received her doctorate in musicology in 2017 from the University of Paris, Sorbonne. And she received a higher degree in piano from the Institut Supérieur de Musique here in Tunis in 1999. And she's a regular professional performer on piano in concerts in Latin American groups. She's assistant professor and director of the Department of Musicology at the Higher Institute, where she also teaches piano and world music transcription. She also directs a Latin American music workshop. Since 2006, she has produced a world music program on Radio Culture Tunisie and has collaborated regularly on concert organization for music festivals, as well as with the Journée cinématographique des Carthage. Merci. En fait, je vais parler un peu que c'est une sorte d'autobiographie parce que j'ai découvert un genre musical mexicain. C'est pour moi le fruit du hasard quand je me suis retrouvée un soir dans une fête à la Maison du Mexique à la Cité internationale de Paris. Donc, en ce temps-là, j'avais terminé mon master sur les musiques chypriotes, donc c'était mon premier terrain et j'entamais la thèse sur le même sujet. Donc ce soir-là, j'ai écouté ce genre musical, le son jarocho, et la première perception que j'ai eue, c'est que ça m'a rappelé l'un de nos genres musicaux ici, tunisiens, le stambeli. Et donc, ce morceau-là que j'ai écouté ce soir, c'était celui-là. Ça, c'était l'année 2000-2001. Donc, bref, ce qui m'a encouragée à aller plus loin, c'est qu'en revenant enseigner en Tunisie, à l'Institut de Gafsa et ensuite au KEF, parfois je m'amusais à présenter une playlist de différentes musiques latino-américaines. Et donc, chaque fois que mes étudiants écoutaient le son jarocho, c'était toujours comme une sorte de confusion. Donc, ils pensaient écouter comme un début de stambeli. Donc, c'était toujours mes étudiants, ma famille, mes amis. C'est ce qui m'a poussé à prendre le risque, à abandonner ma thèse qui était presque achevée en 2007 et à commencer un travail de terrain à partir de 2010 au Mexique. Donc, j'ai passé l'année 2009 à faire des allers-retours à l'Université Complutense à Madrid pour avoir un petit peu de bibliographie. Mais donc, ce que j'ai lu comme article, qui portait sur la question de l'héritage africain au sens très large dans le son jarocho mexicain, mais la réalité du terrain y était autre parce que
Je n'ai pas trouvé de communauté identifiée à l'Afrique, comme c'est le cas de plusieurs musiques latino-américaines, donc au Brésil, en Colombie, par exemple. Euh, donc de 2010 jusqu'à 2013, j'ai fait plusieurs allers-retours. Aussi, une autre surprise pour moi au Mexique, c'est que cet enregistrement-là, je ne l'ai pas écouté à Veracruz, la ville. Donc, il m'a fallu parcourir tout l'État, donc du sud de Veracruz, là où on joue ce genre musical, pour me fixer dans un village et finalement je vous parle plus loin donc de cet instrument. En fait, c'est ce qui change la perception ou pas, c'est la présence d'un instrument qu'on appelle la leona. C'est une guitare à basse à 4 cordes qui s'accorde do sol ré do. Et donc c'est la présence ou pas de cet instrument qui peut donner cette perception. J'ai également connu plusieurs musiciens jouant la leona et à partir de 2013, ma problématique commençait à prendre forme parce que en fréquentant ces musiciens, là, j'ouvre la parenthèse en parlant du divan et du gnawa. Les musiques des gnawa sont beaucoup plus diffusées que le stambeli. Donc, j'ai connu un Mexicain, Sinue Padilla, donc, qui joue la leona, qui vit à New York, et donc qui m'a raconté qu'il était en train de se préparer pour aller au Maroc rencontrer des musiciens de Gnawa parce qu'il trouve une similitude entre la leona et le gombri. Donc là, on parle toujours du timbre pour le moment et pas d'autres spécificités. Euh, donc là, je vais vous montrer une vidéo. Par exemple, c'est là où j'ai fait mon travail de terrain. C'est pas moi qui ai fait cette vidéo, mais ma collègue Mariam Lahwa, quand j'ai posté cette vidéo, elle m'a fait un commentaire comme quoi que ça lui rappelait Baba Bahri, encore une chanson de Stambeli. Voilà, donc je continue par ordre chronologique. En 2014, grâce à la collaboration de mon ami Sofiane Fri, ancien directeur du CMAM, j'ai réussi à faire venir le groupe Mono Blanco, qui est un groupe mythique de Son Jarocho, et j'ai organisé une rencontre spontanée avec les musiciens de Stambeli. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer les roches donc des vidéos que j'ai enregistrées, mais les témoignages des musiciens mexicains, surtout celui qui joue la Leona, donc il disait avoir finalement retrouvé les origines donc africaines de la Leona et du son jarocho. Également, Jérôme Claire, ethnomusicologue français, professeur à la Sorbonne, qui était présent lors du concert, lui, il retrouvait une similitude avec la Daqa Marrakechia, parce que là, je pense que
le côté rythmique est plus qu'évident, qu'il y a des similitudes, mais il y a autre que le rythme. Donc en 2017, l'année de la soutenance de ma thèse, Sinoué Padilla, dont je vous ai parlé, le Leonero, donc mexicain qui vit à New York, il m'a envoyé une maquette d'un disque donc qui n'est jamais sorti, mais dont j'ai l'autorisation à le faire écouter. Donc, il a enregistré un son jarocho, Las Poblanas, là où il a intégré la darbuka et les shkashak. Donc, petit à petit, ces allers-retours entre ces deux cultures, donc on est les deux à avoir cette perception l'un de l'autre. Ça doit être ici. Voilà. Antes por ningún motivo había odio y malicia, había odio y malicia. Antes por ningún motivo, antes por ningún motivo había odio y malicia, había odio y malicia. Antes por ningún motivo. Y ahora lo que está reinando son la envidia y la codicia. D'accord, bon, je dois y aller plus vite. Donc, 2017, j'ai soutenu ma thèse. En fait, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un instrument donc, que je ne vous ai pas encore montré. Donc, la leona, c'est cette guitare donc, à 4 cordes qui joue le rôle de la basse. On la voit ici. Donc en fait, quand j'ai fait écouter le son jarocho, le stambeli au Mexique, spécialement la nouba de Sidi Marzouk, c'était cette nouba qui attirait l'attention des Mexicains et qui la confondait parfois au toro sacamandou. Donc pour ma thèse, j'ai fait la transcription des deux chansons et donc ma thèse, je l'ai faite donc, en analysant des sons jarochos et des extraits de Nuba, de Stambeli. Donc, à part le rythme qui est plus qu'évident, mais en fait, le secret réside en quelques éléments, c'est que la Leona, elle joue des boucles qui sont très similaires au gombri. C'est-à-dire si on voit le stambeli et le son jarocho, on a deux systèmes, le chant dans le stambeli et le gombri. Donc, il y a comme deux langues différentes par rapport au chant et le gombri. Pareil pour le son jarocho et le chant et la leona. Donc, on a une boucle et le chant qui se superpose dessus. Donc, par rapport à des temps similaires, donc le placement aussi de la chanson donc, dans chacun des systèmes sont similaires, c'est-à-dire une phrase qui commence généralement après le premier battement de la leona et du gombri. Les phrases des chansons sont basées sur des notes conjointes et des notes descendantes dans chaque genre. Et donc, on a plus ou moins les mêmes notes structurantes dans la leona et dans le gombri. Ça, c'est-à-dire, ce sont les éléments clés, à part, bien sûr, une similitude de timbre plus qu'évidente. Je reviens brièvement au côté historique. Je ne suis pas historienne, mais Gonzalo Aguirre Beltrán, qui est historien,
mexicain, lui, explique que ces similitudes, parce que lors de la conquête espagnole, donc avec Cortés, le premier contingent qui est parti avec lui, donc c'était ce qu'on appelait les esclaves blancs, donc descendants du Maghreb actuel. Et Antonio Garcia de León, qui est anthropologue, grand spécialiste du son jarocho, lui, il parle donc d'héritage aussi méditerranéen, nord-africain. Donc là, je vous montre du concret parce que donc mon projet postdoctoral, c'était de mettre tout ça, le papier, c'est de le mettre en scène. Donc j'ai réuni les musiciens tunisiens. Zouhaïr Gouja, donc, qui m'a accompagné durant toutes ces années de terrain, donc, qui m'a soutenu donc, avec cette problématique. Donc, Zouhaïr Gouja a fait partie donc, des musiciens qui ont joué dans ce projet. On l'a construit avec le pianiste cubain Omar Sosa, donc, qui est venu une première fois en 2019. Et 2022, ça a été donc le rassemblement de tout ce puzzle avec les Mexicains, les Tunisiens, Omar Sosa, pianiste cubain, Gustavo Ovalles, percussionniste vénézuélien, et Pablo Mejías Hernández à la guitare cuatro de Puerto Rico. Donc tout ce monde était réuni pour jouer justement. Donc l'extrait que je vais vous montrer, c'est Sidi Marzoug avec El Toro Sacamandou. Donc je vous montre deux extraits pour terminer. Donc le concert est surtout après la jam, donc qui est vraiment le moment plus que spontané. Et pour moi, c'est le moment clé et symbolique parce que c'est là où vous allez voir la rencontre réelle entre la Leona et le Gombré. Donc ça, c'est le début de Sidi Marzouk. سلام عليك سلام عليك سلام عليك بابا مرزوق شهدوا لا إله إلا الله سلام علي بابا مرزوق شهدوا لا إله إلا الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك بابا مرزوق شهدوا لا إله إلا الله بابا مرزوق J'avance un peu. ناوي يقول الله شهدوا لا إله إلا الله
un extrait de la jam et c'est tout. Voilà, merci. Et donc, ce projet va être présenté le 31 août à Mexico, à Bellas Artes. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde. Donc, que cette thèse-là, c'est-à-dire, parce que finalement, nous, Tunisiens, on se sent proche de cette musique et vice-versa. Donc, chacun se reconnaît dans la musique de l'autre. Merci beaucoup. Une belle fusion. Oui. Après cette belle fusion entre musique sud-américaine, disons, mexicaine et Stambeli tunisien, on vous cède la parole pour présenter vos interventions, questionnements. On est là pour cogiter et donner un plus. Donc, à vous la parole. C'est mademoiselle. Merci. I wanted to ask all the presenters about the role of the state in preserving or transforming the patrimony of either Diwan, Stambeli, or Jarocho. So just what's the role of the state in preserving or presenting Stambeli, Diwan, or Jarocho? Thank you. C'est presque viser Monsieur Chehed, tout le monde, bien sûr. Okay, thank you all for your very fascinating presentations. C'est Monsieur qui, c'est? Oh, Ismail Montana. Ok. Okay, I'm going to also kind of pose my question in English. So my question is to Iqbal Hamzawi. You've really given us a lot of food for thought. I'm always interested in the larger questions of migration and culture and the process in between. And what you have outlined here really go to the heart of that. The period of the conquistadors, and especially Black presence in Mexico, has a lot to do with that early period. And one of the things that we know, and I'm sure my colleague John Koski can attest and speak even better to this, that if you look at certain cultural practices such as the lute, went through Andalus, Yeah. Cuban music is one place where you see the resonance and the presence. But with Stambali, Sid Marzo, and others, personally, in my own research, I'm always interested in issues of contextualization. So when and how do these cultural practices along the line of migration, culture move? So if we go back to the period of conquistadors,
I'm just wondering what kind of, where was Tambali, where was Sidi Bilal and all these things, and how did they get transferred? The same question I want to kind of extend to Dr. Tamara Tanner. The trans-Saharan kind of commerce and slave trade definitely was a vehicle through which, again, people moved. They moved with cultures. But again, as we know, a number of historians also agree that the Maghreb had indigenous Black populations. Some of these indigenous Black populations had always, practiced what you have described. But we also know that the different kind of historical time period and event also contributed to either reinforcement, innovation, and new kind of practices, etc. So in the case of Tunisia, one of the things that I have been very convinced is that if you look at the system of the DR, in terms of historical references, I think we can attribute them to 18th, 19th century, which was inhabited by, those who were displaced within specific historical time period. Whereas those before that, one way or the other, you could just say they are actually part of the local Araish, meaning the Oruj. They have Kaba'il, whereas the later group that are confined into the DR system, they don't belong to that. So my interest and question kind of revolve around this larger historical question of migration, culture, and the process that kind of, enable that to, bring all these creative ideas that you have presented thankfully to us. Thank you. Okay. Merci. Merci pour ces différents exposés. الاسم عبد الحميد هانية. شكرا. J'ai beaucoup appris parce que tout simplement que je suis totalement ignorant en la matière. Donc j'ai tout appris de ces différentes conférences. Donc en fait, je n'ai pas de questions à poser et excusez-moi de le dire parce que je suis incapable de poser une question sur un domaine que je ne maîtrise même pas. Mais juste une remarque. Remarque d'un néophyte, quelqu'un qui ignore, mais qui, pour moi, ça a un sens. Alors, j'aimerais bien que vous réagissiez à ma remarque, si elle a un sens ou si elle n'a pas un sens. C'est tout. Ce que j'ai remarqué en écoutant vos conférences, on passe pratiquement du local vers l'universel. Hier, je discutais avec le docteur Ismail Montana sur le Stambali. Et il m'assurait que le Stambali, c'est typiquement tunisien. Le nom Stambali, ça vient du mot Stambouli, qui vient d'Istanbul. D'où l'originalité ou la localité du nom. Seulement, le nom, OK, il est tunisien, mais le genre n'est pas spécifiquement tunisien. Alors, justement, en écoutant la conférence de Dr Turner et même aussi la conférence de Dr Hamzaoui, on voit bien que ce genre musical, il se trouve partout en Afrique du Nord, en utilisant d'autres noms, d'autres mots, au Maroc, en Algérie, Gnawa, etc. Il y a plusieurs noms, mais ça se ramène tous au même genre, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, mon ignorance me pousse à simplifier à l'extrême, mais pour moi, je lis que c'est le même genre, le même rythme, avec des nuances. Avec des nuances, et alors là, c'est avec la conférence du docteur
Wassim, Shahd, on voit bien qu'il y a un système. Il théorise un peu ce genre musical et il montre, à mon avis, c'est ce que j'ai compris, la dimension universelle de ce genre, qui n'est pas spécifique à l'Afrique du Nord, qui n'est pas spécifique aussi à l'Amérique latine, qui est ce qui se trouve même ailleurs en Asie, en Europe, etc. Et c'est ça qui m'impressionne et c'est ça sur lequel on doit insister, à mon avis, cette dimension universelle dans ce genre d'études. Moi, j'aimerais bien voir des historiens, je suis historien, qui fassent des recherches et qui permettent les dimensions universelles et ne restent pas totalement localistes. Vous, à mon avis, vous nous avez fait une leçon de méthodologie qui nous permet de passer du local à l'universel, parce que expliquer les choses par le local et s'arrêter là, ça n'a aucun sens. Il y a toujours un côté universel qu'il faudrait, à mon avis, souligner. Et je souligne autre chose, votre méthode indigéniste. Indigéniste dans la mesure où vous commencez, où vous donnez une importance à la dimension indigène locale, puis vous essayez de montrer comment on peut passer du local à l'universel. Excusez-moi pour cette remarque, elle est peut-être déplacée. Non, je crois qu'elle est au cœur de la discussion parce qu'il y a un apport sociolinguistique qui doit vraiment être mené dans ces discours. D'autres suggestions, interventions, si quelqu'un est... Bon, voilà, on passe aux réponses. Peut-être à vous de réagir, à volonté, bien sûr. Well, I could respond a bit to Dr. Montana's question about the indigenous Black communities versus those that came through Algeria via the trans-Saharan slave trade. It's difficult to separate out musical practices. There's definitely a look towards the south in northern Algeria, towards they say that the roots of Diwan is in this drum and dance tradition without the Gumbri. So there's a discourse that the Gumbri came later, or the Gimbri, that it all began sort of like what we saw in Ghardeya, the Dundun, which was the very slow duple rhythm. So there's a lot of discourse about this being the origins of Diwan that was then sped up, and then they added the Gimbri, but it's pretty difficult to verify that. In some of the earlier sources, there's talk about Sudani practices in the south that developed in these oases that were resting points en route for the caravans. So not just Wergla, but also in Adrar and Timimun area, you have also a very strong drum and dance tradition with small ginibri. So a very like kind of almost like this, kind of reminds me of the Hausaburi in terms of the way that the melodies are simplified, a lot less virtuosity. You just kind of have it duplicating the vocal line. So it's difficult to separate those out, but there's definitely discourses around how old traditions are, how they developed or not. And in terms of like its links to the Hausa, which there's certain areas of Algeria where the Hausa repertoire is very strong. There's a very different sound of the Hausa and Magzawa repertoires, which you can, again, it's the Gimbri lines are very simplified. It's much more about singing and percussion. So there's some interesting differences there, but in terms of, I'd have to spend a lot more time in the South to really understand where those traditions diverge. Around Timimun, the Ahlilil tradition is an indigenous Black form of music. There's some rhythmic similarities there with other traditions, but again,
Perhaps my next grant will have to be a long stay in in that region to really understand how to separate those. Thanks for your question. Je réponds à Dr Ismaël Montana. Excusez-moi, c'est plus facile de répondre en français maintenant. Donc, je pense que justement, c'est-à-dire cette question de migration de musique. Donc, vous m'avez rappelé le cas du laoud cubain. Donc, c'est le nom reste, mais l'instrument est complètement transformé. J'ai oublié tout à l'heure de parler parce que dans le son jarocho, il y a 3 types de guitares, la leona, le requinto et la jarana. Et le requinto, c'est la guitare qui joue la mélodie, donc pareil, une guitare à 4 cordes. Et quand j'ai fait montrer ces vidéos à mes amis et collègues tunisiens qui jouent le luth. Donc, tout le monde a fait la remarque que la manière de tenir le plectre chez les musiciens de requinto, c'est la même manière de jouer le oud tunisien et le oud algérien. Donc là, on revient encore une fois à un élément maghrébin dans le son jarocho. Et donc, je pense que c'est pas le stambeli qui a migré à Veracruz, mais c'est-à-dire ces voyages qui se sont faits donc sur plusieurs étapes. Je pense que donc on a pris quelques éléments d'ici vers là-bas et donc encore le hasard m'a fait atterrir à Puerto Rico. Donc maintenant pour mon prochain projet de recherche, parce que en découvrant la plaine puertoricaine, donc chant et tambour sur 4, je retrouve aussi un air de similitude, ce qu'on a ici avec la musique soufie, la soulamie, donc pareil, chant et tambour sur 4. Ça va être mon prochain terrain l'année prochaine. Donc, je pense que c'est ça en fait, c'est des éléments qui migrent. Et là, on voit aussi, pour résumer, en fait, la richesse donc du continent africain dans l'Amérique latine, donc Amérique latine, Caraïbes. Je me dis toujours que si on n'a pas eu tout ça, c'est-à-dire comment auraient été toutes ces musiques. Donc là, on a l'acculturation de plusieurs éléments et plusieurs traditions musicales. Merci. Et je réponds à vous. Je pense, je ne suis pas spécialiste du stambeli, mais je pense, c'est-à-dire c'est une grande famille, c'est un genre maghrébin, donc qui se définit par 3 noms différents. Et je pense, Tamara, je ne sais pas si, et Monsieur Richard Jankowski, je pense, et Monsieur Wessim, est-ce que les éléments qui diffèrent entre un genre et un autre sont la taille du gambri la gambra et le gambri, je pense, la taille, la forme, à part des rythmes. Mais je pense que c'est un genre c'est une grande famille là où chaque genre a ses petites spécificités. Merci. Ma foi, je trouve que le stambeli, c'est loin d'être une simple musique entre le local et l'universel, entre le concept qu'a avancé Monsieur Hnia. C'est vraiment, c'est l'univers des sens. C'est un timbre, une identité, un apport. Seulement le volet historique, socioculturel, l'écosystème peuvent donner un plus à certaines études qui ont tout léché, qui ont mis le point sur plusieurs spectres. Je trouve que l'apport historique peut, c'est-à-dire donner un plus. Bon, à titre d'exemple, pendant la guerre d'Italie,
les Habash de Éthiopie et tout, ils ont chanté Jovenesia avec Stambeli, un goût Jovenesia, Jovenesia, Primavera, avec le gambri, avec les rythmes saccadés des pieds et les clappements des mains. C'était un Stambeli à l'italienne. C'était le contexte. Les impressions, les sentiments, c'est des universels, c'est des critères universels. Des lectures croisées peuvent alimenter ce sens. Les ruptures géographiques n'ont plus de sens. C'est-à-dire, comme on dit, variety is the spice of life. Ici, la variété, le sens humain y est. Que ce soit mexicain, tunisien, algérien, il y a une profondeur, une empreinte qu'on peut lisser, même sur le plan organologique. Chaque instrument, c'est une confrérie, c'est un rituel, c'est un tout. Mettre des bonbons dans le gambri pour Neslochra, c'est-à-dire les spiritualités qui diffèrent de Bahriyet, c'est-à-dire les gens méchants et les esprits méchants, les esprits hospitaliers et tout, les couleurs bleu, rouge, vert, noir, même les rituels, les sons, le son des chaînes qui se transforment en ces claquements sur le gombre, sur la peau des gombres, la peau des gens mutilés, le hajhouj. Quand ils ont échappé vers la Tunisie, c'est-à-dire il avançait avec des soufflements de et c'était le hajhouj. C'est-à-dire ils ont transcendé l'instrument à travers les sentiments, trouver ce spectre, cette relation entre apport organologique, rythme, son, pour trouver l'essence humaine. Je trouve qu'il y aurait plusieurs chaînons de travaux qui peuvent donner un plus à c'est-à-dire ce volet qui est entre la musique raffinée, musique populaire, musique populace, cette stratification sociale qui peut c'est-à-dire coincer le Stambeli dans un registre, elle peut l'éclater vers d'autres univers. Et c'est-à-dire, j'attends d'autres, peut-être il y aurait d'autres horizons de réflexion sur le Stambeli entre l'universel et le local. Et merci pour votre attention. Et je vois, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais juste ajouter une seule chose. But it's also very political. To return to Dr. Boyle's question, I think it's also important to outline that so the videos that I showed were all at the D1 Festival in Bashar, which is state-sponsored, state-funded to promote intangible cultural heritage of Algeria. But what D1 is very contentious, especially as it starts to move something towards more like Stambeli. So agreeing upon how do you desacralize ritual? How do you put it on stage when est-ce qu'il est de jidba or hal or especially something hajj rohaniya? How do you start to stage this? So I think although there are these connections, we have to be careful about the politics are very contentious around the politics between Algeria, Morocco, and Tunisia, and that what the Ganawa are known everywhere, whereas D1 and Stambeli are much less known. There's very few recordings. So I think that's also something interesting to keep in mind as we move forward, as how the political acts through music and how music instantiates political divisions. Mais on peut toucher le volet musique et stratification sociale, comme a dit M. Henné, Stambeli à Tunis, par exemple, c'est-à-dire entre deux strates sociales, les nobles, les bêtes, et on trouve cette stratification entre la confrérie soufie et la stratification dans la confrérie, le bâche, Sakha, il y a plusieurs tâches. Et le Stambeli s'y inspire. Les femmes, c'est-à-dire chez les bayettes, c'est les femmes qui invitent ces marginaux
pour, c'est-à-dire meubler leur soirée. Donc, entre marginalité et entre ayant une part dans dans la stratégie du vécu social tunisien, on trouve que le Stambeli retrouve c'est-à-dire une assise. Et à travers ce rituel, et surtout sur le plan thérapeutique, il arrache sa part, il retrouve ses origines et il trouve une place dans cette carte socio-culturelle en Tunisie. Faut-il lécher, c'est-à-dire voir de près et avec beaucoup plus de profondeur ce registre pour donner un plus aux futures études sur le Stambeli, parce que mélodie, rythme ne sont pas, c'est-à-dire comme ça, ils sont liés à tout un système sonore, à tout un système social. C'est un tout. Il faut beaucoup creuser pour donner cette profondeur et cette ampleur à ce type de musique. Je ne sais pas, est-ce que vous partagez l'idée ou... Enfin, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous invite à un break, à un coffee break. Peut-être après, on, on trouvera d'autres idées beaucoup plus approfondies. Et merci.